Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. Alors ce matin, c'est une colle Godomouille. J'espère que je prononce bien. C'est du Turc luxembourgeois. Ah bah voilà. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin une info politique toute fraîche et Anne Le Galkinov. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, c'est l'information de la nuit, ça sera l'information de la matinée. Une nouvelle méga acquisition pour Patrick Drahi, le patron du groupe Altis, qui rachète le numéro 5 américain du câble pour, écoutez bien, 18 milliards de dollars, plus de 15 milliards d'euros. Et c'est la 4e acquisition sur tout ce genre d'acquisition en un peu plus d'un an. Je vous rappelle que Patrick Drahi, il a racheté l'an dernier SFR, 17 milliards d'euros. Dans la foulée, il a racheté Portugal Telecom, qui est l'opérateur historique au Portugal, 7 milliards. Il a racheté un câble opérateur américain, le numéro 7, pour 6 milliards. Et là, du coup, dans la foulée, il s'en achète un deuxième, plus gros, Cablevision. C'est celui qui vend le câble à New York, dans la région de New York. Et là, il le paye 15 milliards. Alors en fait, cette société vaut 7 milliards, mais elle a 8 milliards de dettes. Donc c'est pour ça. Parce que tout est financé chez Patrick Drahi. Le rachat, tout est financé par dette. Voilà. On peut rajouter à la liste qu'il a racheté, il est en train de racheter Next Radio TV, Libération, l'Express, des pacotilles à côté des milliards de dollars qu'il dépense pour acheter aux États-Unis. Il va se retrouver avec une montagne de dettes. Il risque pas de la prendre sur la figure, cette montagne. Alors, j'ai calculé, il y avait déjà plus de 30 milliards de dettes. Donc là, si vous rajoutez les 15, on dépasse les 45. C'est plus que la dette, je me suis amusé à regarder, que d'un pays comme la Slovaquie, par exemple. Mais les banques suivent. Attendez, sa dette personnel sur ses épaules, lui, il doit plus que la dette de la Slovaquie. Voilà. Incroyable. Ouais, voilà. Et les banques suivent. Mais les banques, alors elles suivent, mais elles prêtent à des taux assez élevés. Ils s'endettent à plus de 5%. Vous voyez, vous, si vous allez négocier un emprunt immobilier, vous êtes mieux, enfin, vous empruntez à des taux plus bas. C'est 2% en gros. Voilà, 2%. Alors lui, il s'endette à 5%. D'ailleurs, il n'est pas très bien noté par les agences de notation. Mais comment il va rembourser? Alors, c'est toute la question. Alors, il y a une méthode Drahi. Quand il rachète, d'abord, quand il rachète une société, il a une petite équipe de cost killers qui l'envoie, qui vient dans cette société, qui prend tous les contrats, qui fait la chasse au cou partout. Il reste en général quelques mois. Ce sont de véritables nettoyeurs et puis ils sont en général détestés quand ils s'en vont de ces sociétés rachetées. Et ensuite, il y a une logique derrière tout ça. Au fond, il fait la main basse sur tous les tuyaux télécoms, que ce soit les tuyaux mobiles, que ce soit les tuyaux câbles. Et l'idée ensuite, c'est de vendre derrière des abonnements. D'ailleurs, c'est la SFR, c'est 42 € par mois qui tombent. Le câble américain, c'est 100 $ qui tombent tous les mois. Voilà. Et il faut que ça marche, tout ça. Si c'était un État, Drahi serait mis sous tutelle par le FMI, non? Non, écoutez, alors, si c'était un État, son entreprise est notée B+, c'est la note, j'ai regardé par Standard & Poor's, c'est la note du Sénégal, du Mozambique, de Chypre. Donc, vous voyez, il n'est pas très très bien noté. C'est une aventure américaine. On espère qu'elle va bien se terminer. Et en tout cas, c'est sa plus grosse acquisition. On surveillera évidemment l'ouverture des marchés financiers parce que tout ça devrait être officiel juste avant. Plus il rachète, plus il monte en bourse. Il y a une folie Drahi en ce moment. Espérons que pour lui, que ça ne soit pas une bulle pour lui et pour les salariés. Alexandre Taylor, Alex Taylor, vous nous emmenez donc au Luxembourg ce matin. Vous pouvez m'appeler Alexandre si vous voulez. Alexander, très chic. Vous discernez une crise d'identité au Luxembourg, my dear. Oui, je fouille un peu dans la presse luxembourgeoise en ce moment. Alors déjà ce matin, l'image de marque du pays va en prendre un grand coup. Le Luxembourgeois le plus connu de la planète, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, bien sûr, sera auditionné aujourd'hui à Bruxelles par la Commission spéciale taxe du Parlement européen sur les pratiques d'optimisation fiscale révélées par LuxLeaks, rappelez-vous. Il y a un an. Alors la séance s'annonce particulièrement chaude, comme vous imaginez, surtout que cet ex-premier ministre du Grand-Duché clame haut et fort partout le besoin d'harmonisation fiscale continentale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas exactement prophète dans son propre pays, où certaines multinationales, comme vous savez très bien avec celle de Tarlet, payaient parfois 1% d'impôts sociétés. Alors ça, c'est un des problèmes du Luxembourg. L'autre problème, c'est que le pays est lui aussi très affecté par la crise migratoire. Oui, c'est l'impression un peu plus générale quand on lit la presse. Alors, il faut savoir, à son niveau, sur une population de 555 000, ils ont déjà accepté 400 réfugiés, donc proportionnellement, c'est déjà énorme. Dans un pays où déjà 45% de la population est d'origine étrangère et qui gère bien sûr les allées-venues de 150 000 frontaliers par jour. Alors ils se sont engagés à ne pas mettre les réfugiés dans des tentes, mais à trouver des toits. Le Premier ministre hier a fait un appel pour des familles d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont accepté beaucoup de réfugiés des Balkans à l'époque, mais le mois prochain, l'Union européenne dresse la liste des pays sûrs, y compris donc les Balkans. Donc ils parlent de switcher les réfugiés balkans qu'ils avaient reçus pour des réfugiés syriens. Donc c'est pas vraiment si ça va marcher, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'intégration, notamment les réfugiés
de quelque origine que ce soit, ne veulent pas apprendre le luxembourgeois, on les comprend peut-être. Et donc voilà, est-ce que le Luxembourg va devenir un Dubaï, plein d'étrangers? Est-ce qu'ils vont perdre un peu leur identité? C'est la question qu'on pose beaucoup dans la presse en ce moment. Voilà donc pour le Luxembourg. On revient en France. Alexandre Carra, vous nous parlez ce matin de la réforme constitutionnelle qui devrait avoir lieu normalement au début de l'année prochaine pour intégrer à la Constitution la Charte européenne des langues régionales. C'était une promesse du candidat Hollande. Oui, c'était la promesse numéro 56 et je peux vous dire ce matin que cette réforme constitutionnelle ne verra pas le jour, tout simplement parce que l'opposition a fait savoir à l'Élysée qu'elle ne voterait pas la réforme. Résultat, il n'y aura pas la majorité des 3/5 nécessaires pour voter cette réforme. Et pourtant, le gouvernement a bien l'intention de présenter ce texte malgré tout devant les assemblées. Oui, c'est étonnant, je vous le confirme. Je peux même vous dire que le texte vient d'être inscrit à l'agenda du Sénat. Il sera présenté aux sénateurs à partir du 27 octobre. Et peine perdue, car l'opposition, qui est majoritaire au Sénat, vous le savez, est vent debout contre ce qu'elle considère comme une manœuvre politique. Gérard Larcher, le président du Sénat, et Bruno Retailleau, le patron du groupe LR, ont fait passer le message au gouvernement. Mais ce qui est clair, c'est que la France a quand même un problème avec ses langues régionales. Comparé à l'Espagne, à la Grande-Bretagne, où il y a des panneaux partout en gaélique, etc. Pourquoi est-ce qu'on présente un texte quand on est sûr qu'il ne passera pas? Le bon sens britannique. Voilà, Alex, ça s'appelle de la politique et de la politique française. Si vous regardez l'agenda, vous comprendrez très vite. Le calendrier choisi ne l'est pas par hasard. Inscrire à l'ordre du jour cette réforme à quelques semaines des élections régionales sur un sujet éminemment régionaliste, c'est l'occasion pour le président de montrer que non seulement il tient ses promesses, mais surtout de prouver qu'il est à l'écoute des revendications identitaires. Et là non plus, ce n'est pas un hasard. 3 régions qu'espère conserver la gauche sont particulièrement concernées. L'Aquitaine, Poitou, Limousin et le Midi, Languedoc-Roussillon, vous savez, avec l'occitan et le basque. Et bien sûr, la Bretagne, avec le breton, Kenavo. Alors, il essaie de tenir sa promesse, mais l'engagement 56 donc, ne sera pas tenu. Et vous nous annoncez ce matin que non, les langues régionales ne rentreront pas dans la Constitution française. Et tiens, on innove maintenant. Anne Le Gall, on parle de la voiture du futur qui freinera toute seule et de mieux en mieux. Il y a un prototype de frein absolument révolutionnaire qui vient d'être mis au point par les Suédois. Oui, c'est un système de freinage par ventouse qui est mis au point par l'équipementier suédois Autoliv. Alors très concrètement, il s'agit d'une plaque de 50 cm sur 50 qui est fixée sous la voiture. Et en cas de freinage d'urgence, cette plaque tombe sur la route en moins d'une demi-seconde avec une force d'appui de 15 000 newtons, ce qui correspond à plus de 1500 kilos qui adhèrent comme ça d'un coup à la route. Alors vous avez, c'est très impressionnant. Ça nous accroche à la route. Ça plaque sur la route. Vous avez la vidéo sur Twitter avec le hashtag un matin. La distance de freinage est réduite de 40% et ça fonctionne aussi bien sur route sèche que sur route mouillée. Mais Anne, cette ventouse, elle permet de freiner quelle que soit la vitesse? Alors, elle fonctionne jusqu'à 70 km/h. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au-delà, il y a un problème de force. Il y a un problème de force du châssis, c'est-à-dire que la ventouse resterait sur la route et ça détruirait le châssis. Donc, le système permet un freinage d'urgence en ville et ça pourra évidemment permettre de réduire les collisions avec les piétons ou avec des cyclistes. Et on va bientôt la voir, cette ventouse, ou c'est qu'un prototype là, pour l'instant? Alors, c'est un prototype. Ça va prendre quelques années. Concret, Axel, il veut que ça arrive dans son quotidien le lendemain. Et sauf que là, avant de la généraliser, ça prendra quelques années, tout simplement parce que le système de freinage est tellement efficace qu'il faudra aussi revoir toutes les ceintures de sécurité et les airbags pour que les passagers puissent encaisser la décélération sans danger. Et en tout cas, il y a 10 équipementiers qui récemment se sont engagés à équiper leurs nouveaux véhicules de freinage automatique d'urgence. Il y a Audi, Ford, Mercedes, Toyota, Volkswagen. Et donc, s'ils fabriquent ces voitures avec freinage automatique, évidemment, ce système pourrait les intéresser dans les années qui viennent. C'est impressionnant quand on imagine le truc à l'avant tout clac, la route soit en bon état. Ça pour les avions aussi, pour les trains, comme ça. Les avions, c'est plus risqué quand même. Spectaculaire. Quand vous freinez, vous trouvez plaqué au sol.